Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo privée. C'est une vidéo familiale qui concerne les enfants de Taïeb et les enfants de Tahar, donc toute la descendance de Taïeb Ma'ammar et Tahar Ma'ammar, c'est-à-dire Leila, Mohamed, Habiba, Allah Shrifa, et leurs enfants et leurs compagnons et leurs époux et leurs descendants et leurs petits-enfants, ainsi que ma fratrie, c'est-à-dire Hasna, Nadia, Shafiq, compagne, compagnon, enfant, etc. Donc c'est toute cette branche familiale et le sujet concerne Houch Ma'ammar. Je suis très très préoccupé par l'avenir de Houch Ma'ammar parce que nous sommes en train de réfléchir de manière individuelle et chacun fait ce qu'il a envie de faire et on peut agresser. Alors mon idée, elle est extrêmement mûre et quand je décide de quelque chose, c'est pas dans un intérêt personnel, c'est juste dans un intérêt collectif. Et vous allez me dire, c'est privé, c'est personnel. Non, tu fais ce que tu veux à Paris, tu fais ce que tu veux à Ontario, ou je ne sais pas où tu vis, ça ne me regarde pas. Mais dans Houch Ma'ammar, nous sommes un ensemble. Nous sommes un ensemble qui est mêlé à la fratrie de Taïeb et de Tahar, qui ont partagé entre eux ce Houch Ma'ammar et on essaie de préserver. Donc j'apprends comme ça, discrètement, que une partie va être vendue, et donc des piliers ont été faits, qu'on envisage de faire des murs, etc. Alors nous avons un intérêt collectif, et je pensais que cette idée de l'idée collective était parfaitement comprise par un gars qui vient de Paris, puisqu'à Paris, nous avons des réunions, nous avons des assemblées nationales, des assemblées générales, nous avons un comité de gestion, nous avons un syndic de propriétaires. Donc l'intelligence est collective, elle n'est certainement pas individuelle, et c'est un peu le défaut de la Tunisie, c'est que nous avons des intelligences individuelles, chacun fait ce qu'il veut. Et alors maintenant, on envisage donc de vendre, et on vend à un gros prix, où moi, c'est inaccessible, c'est trop cher pour moi. Mais ça va morceler le domaine. Donc ma préoccupation majeure, c'est de garder cette unité du domaine familial. Le domaine familial qui est composé par Houch Ma'ammar. Houch Ma'ammar, c'est le milieu de nos origines, avec son terrain. Alors, que ce terrain appartienne à Shafiq ou à Karim ou à... Bon, c'est pas important. L'idée, c'est l'ensemble. Et j'irai plus loin, c'est que moi, je voudrais bien qu'on fasse un plan notarial dans lequel les choses soient partagées, parce qu'il y a des parties collectives, parce que là, nous, on vous donne une route où tout le monde a accès, donc d'autres personnes étrangères y accèdent pour aller à l'école, etc. Bon, il y a une certaine tolérance dans la mesure où il y a un respect de la propriété privée, mais si vous allez me mettre une porte, vous savez, les gens vont faire des passages individuels, donc ils vont couper sur la tabia, donc ça va abîmer. Je préfère qu'ils prennent la piste qui est établie et que les gens suivent, et donc c'est une partie collective, et on ne peut pas tracer de manière mathématique la géologie, ou la nature, ou l'écologie, ou le jardinage, ou les plantes, on ne peut pas couper au milieu d'un arbre. On peut pas. Donc il y a la nature et il y a l'intelligence collective. Donc voilà. Donc ma préoccupation majeure, c'est de garder cette unité du domaine. Et c'est un domaine que nous n'avons pas payé. On n'a rien demandé. On aurait pu vendre depuis très longtemps. Mais que mon père n'a pas vendu malgré les souffrances financières que nous avons eues. Jamais mon père n'a vendu. Donc il essaye de transmettre. Pourquoi vous, qui êtes une famille aisée, vous vous permettez de vendre? Vendez le mazah, vendez dans un autre lieu, vendez ce que vous avez qui ne vous intéresse pas. Mais dans ce domaine familial, ça ne vous concerne pas vous, ça concerne vos petits-enfants. Pourquoi vous ne leur transmettez pas cette part de leur origine? Peut-être qu'en 2070, il y aura le petit-fils qui aura une passion pour Djerba, qui pourra s'occuper d'un domaine uni, Parce que la préoccupation, c'est de garder un domaine uni qui se gère, que ce soit une affaire qui marche. Parce que le gros problème, c'est avoir une affaire où on te dit allez, envoie-moi 2000 euros, envoie-moi 1000 euros, envoie-moi 500 euros. C'est ça le terrible. Donc il faut gérer ce domaine pour que ce soit une affaire qui tourne. Parce que moi, je me mets à la place de celui qui vit au Canada, il a ses soucis, et on lui dit, tiens, Houch Ma'ammar, ils ont cassé la tabia, ils ont fait ceci, il faut réparer, voilà, le puits ne marche pas, on a besoin de 750 euros. Foutez-moi la paix, moi je fais ma vie au Canada.
C'est pour ça que ce domaine doit être géré localement par quelqu'un, de préférence de la famille, mais si on ne trouve pas quelqu'un de la famille, on a un administrateur qui gère l'ensemble de... Pas j'arrose une plante, j'arrose pas une plante, j'arrache une plante, j'arrache un arbre, je laboure cette terre, je ne laboure pas celle-là. Non, on fonctionne comme dans un immeuble dans lequel il y a des appartements privés. Ça, vous faites ce que vous voulez, hein, de votre salle de bain, de votre cuisine, ça vous regarde. Mais il y a aussi des parties collectives. Il y a le parking commun, il y a et puis il y a des frais. Donc ces frais, on doit les répartir, ceux qui sont individuels, ceux qui sont collectifs. Comme dans un syndic, on vous donne des charges à payer, ça c'est pareil. Là, on vous dit que par exemple, donc ce domaine doit être administré. Et le grand danger, c'est le morcellement. C'est le morcellement. Vous vous imaginez, vous allez me vendre un bout de terre croyant gagner de l'argent, mais vous nous faites rentrer l'intrus. Quelqu'un qui va rentrer, et peut-être que quelqu'un ne me plaît pas, et au nom de quel droit ce monsieur qui va acquérir va passer par ma route? D'où je le connais, moi? D'où je le connais? Quand c'est Leïla, ses enfants, la famille, je suis content, il y a un lien d'affection, il y a un lien d'amour, il y a un lien de sang. Vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas cette durabilité du lien qui se transmet au travers des générations. Moi, je suis très préoccupé par nos petits-enfants qui sont au Canada. Je suis content de les voir. Et donc, un petit bonjour, bon, je vois que peut-être que je me fais des illusions, mais moi, je suis dans cette culture djerbienne, dans cette culture de la communauté, et je dois revenir à Taïb Ma'amar. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui de Taïb Ma'amar, mais je vous en parlerai dans une autre séance. Taïb Ma'amar, c'est notre père à tous. Pourquoi notre père à tous? Parce que son père est décédé quand il avait 17 ans. Donc il avait 17 ans, il avait 5 ou 6 enfants, et Taïb Ma'amar s'est retrouvé le père de cette famille. Et donc il a épousé la Dija, il l'a laissé à la maison, il a laissé sa fille Habiba, et il s'est occupé de business, il a été stratège, et il a été très très communautaire. Et que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, mais moi je suis son fils. Pourquoi est-ce que je suis son fils? Quand je vous dis qu'il a été notre père à tous, il a été le père de Tahar. Tahar, c'était son jeune frère, et vous savez le lien qu'il y avait entre Taïb et Tahar. C'était un lien très très fort. Ils ont travaillé ensemble, ils sont ensemble. Et d'ailleurs, moi, mes cousins du côté de Taïb, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup parce que nous avons un vécu en Algérie, parce que nous avons vécu les différentes générations. Donc Tahar a été son premier fils. Son deuxième fils, c'est Mohamed. C'était une affaire ratée, hein, qui s'en plaignait. Rachid, malheureusement, il est né dans l'après-guerre, il est né dans un contexte difficile. Et moi, je suis venu par après, et Taïb a été beaucoup plus suite avec moi. Mais il m'a beaucoup influencé, vous n'imaginez pas. Taïb, qui était quelqu'un de très religieux, on parlait d'athéisme avec Taïb Ma'amar, parce que très, très jeune, je me posais ces questions. Donc je suis très proche de Taïb Ma'amar. Et d'ailleurs, entre parenthèses, quand il y avait les Français à Djerba, leurs anthropologues disaient les Djerbiens ont une chose, ils ne savent pas qui sont leurs pères. Ils ne connaissent pas leur père, parce qu'ils considèrent que tout le monde est leur père. Effectivement, à Djerba, tout le monde est le père de tout le monde. Donc vous n'êtes pas le père génétique de votre enfant uniquement, mais l'autre enfant pourrait être votre fils. Donc on est dans un système de communauté, on est dans un système d'amour très fort. Entre Djerbiens, on s'aime beaucoup, on se protège, on se donne l'information. C'est connu en Tunisie. Et au niveau des familles, c'est encore très fort. Et ce lien d'amour, je voudrais qu'il se continue, qu'il se préserve dans la famille Ma'amar. Dans la famille Ma'amar, quand je dis famille Ma'amar, ce n'est plus lié au nom. C'est Houch Ma'amar. C'est Houch Ma'amar qui dure dans la durée, dans la continuité, dans un domaine dans lequel nous on travaille. On n'a pas le droit de le vendre. C'est indigne. On le transmet à nos enfants. C'est un bien qu'on transmet. Ce que vous achetez de votre poche, vous avez le droit de le vendre. Mais au nom de quoi est-ce que moi je vais vendre le terrain pour acheter un 4x4 pour mon plaisir personnel? Mais c'est indigne. Donc ce Houch Ma'amar se transmet avec son nom. Peu importe les propriétaires. Peu importe les propriétaires. Puisque l'on se marie, on change de nom. Donc les propriétaires, que ce soit à 18%, les Azzi, les Nasfi, les Yagoubi, les Rahli, bien sûr, on fait des mariages, mais nous avons quand même ce lien consanguin, cet ADN commun, ce lieu familial. Le Houch, c'est Houch Ma'amar qui garde son nom, et dans lequel il appartient à une partie, à famille Azzi ou famille Azzi qui vient d'Algérie, ils sont bienvenus, etc. Mais c'est la descendance de Houch Ma'amar, il faut comprendre ça. Donc moi je veux préserver cette unité du Houch, et regardez quand vous voyez autour de moi, donc il est derrière moi ce Houch, il y a des projets d'avancer le mur.
Et vous imaginez, déjà ce mur, j'ai bien envie de mettre une table et je le recouvrir de verdure. Je veux du vert, je veux de la nature, j'aime bien ça. Ce côté verdoyant. Donc, un mur blanc qu'il faut entretenir tous les 5 ans, c'est extrêmement coûteux. Il faut que l'air passe, il faut qu'il y ait de la végétation, il faut que... Regardez, bon, maintenant, il fait un peu chaud, mais chez nous, il y a des hérissons, il y a des caméléons, il y a des oiseaux, il y a une vie naturelle. C'est ça qu'il faut préserver. Et il y a une gentillesse. Dès qu'on est là, les gens sont bien dans leur peau. On est chez nous, quoi. On est dans notre lieu ancestral. Comment est-ce que je vais vous expliquer tout ça? Donc, la décision que je prends, quand je vous dis quelque chose, elle n'est pas liée à un intérêt personnel, égoïste ou privé. Elle est liée à un ensemble, à une idée. Maintenant, si vous ne voulez plus vous sentir appartenir à cette... Vous ne pouvez pas sacrifier vos enfants. Et puis, si vous avez quelque chose à vendre, vous vendez un pourcentage de ce patrimoine. Donc, il y a une partie tahar, une partie taïb. Malheureusement, vous avez vu comment ça a été fait. Ça a été fait de manière mathématique, mais on est dans l'agriculture. Il y a le tracteur qui passe, il y a le tracteur qui laboure, il y a le charretier qui prend le bois, il y a des passages, il y a des droits de passage au niveau de l'agriculture. Il y a un puits qui doit tourner, que voulez-vous? C'est comme ça. Nous ne sommes pas à Paris, nous ne sommes pas dans Almanzar, nous sommes dans un lieu agricole, nous sommes régis par l'esprit agricole. Et vous venez une fois tous les ans, tous les 2 ans, une petite semaine, mais c'est bien quand vous trouvez que l'affaire tourne et que non plus ce soit pas toujours la poche de Leila qui soit en train de payer. Donc il doit y avoir une coordination, une communication. Et même si nous, les Tunisiens, on communique beaucoup, on ne communique pas sur l'essentiel parce qu'on ne se voit pas, parce que il faut avouer une chose aussi, c'est que les enfants de Taïb sont très différents de Taïb. Taïb était une république sociale. Taïb, vous n'imaginez pas le nombre de gens qu'il connaissait. C'est incroyable. Il n'y a pas quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Et ces enfants sont carrément mutistes, renfermés. Salam alaikum, on ne le voit pas. Bon, tant pis, hein, je veux dire, on gère avec et cet esprit se transmet aux nouvelles générations, alors que moi, j'ai toujours des préoccupations. Que devient Mariam? Que devient ceci? Il y a un lien d'affectif. Je les ai vus bébés. Et là, je les crois, je me dis, tiens, c'est eux, ça, c'est eux, c'est pas eux, je sais pas qui c'est, il y a un petit salut, comme si j'étais le jardinier de passage, mais bon, c'est pas grave, tant pis, chacun a ses valeurs, mais dans ce domaine, Ma'amar, je voudrais bien quand même que l'on préserve son unité, que l'on continue dans la durée, et que s'il y a quelque chose, si vous voulez vous démettre de quelque chose, ça doit d'abord rester entre nous, vous vendez un pourcentage de ce qui vous appartient. Et je sais que bon, nous sommes quand même une famille, nous n'avons pas de petits-enfants, donc nous n'en avons pas beaucoup, hein, et c'est peut-être une famille qui se rétrécit. Je comprends ces soucis, mais quand même, malgré tout, il faut cadrer, il faut rester... Alors concrètement, si on voulait bien me faire confiance, moi je ferais un plan notarial dans lequel j'explique tout ça, mais bon, je crois que c'est trop tôt, et que ça n'ira pas. Mais derrière mon idée, il y a une idée très égalitaire et très objective et très durable et très continuité. Vous voyez, je n'ai pas d'intérêt égoïste, j'ai pas de 4x4, je ne vais pas vendre je vends juste pour préserver. Par derrière, il y avait l'air Bentili. J'en ai parlé à Mohamed, j'ai dit tiens, le gars il veut vendre, mais si tu veux vendre, est-ce que tu as plus de moyens financiers que moi? Est-ce que ce serait pas mieux que tu achètes pour protéger Houch Mohamed? Parce que sinon, nous avons des tas d'habitations qui se mettent autour de nous. Vous avez vu sur notre gauche là, de ce côté-là, derrière le puits, sur 500 mètres carrés, une villa à 2 étages avec ouverture totale sur, je ne sais même pas s'il a eu une lorsa. L'autre à côté, il ouvre un puits juste à 15 mètres de notre puits. Donc il y a des abus et chacun fait ce qu'il veut de ce qu'il a dans sa tête. L'autre, elle met 15 millions pour mettre un mur, alors qu'un mur, d'abord il est interdit, mais bon, je comprends qu'on mette un mur entre Ma'amar et autrui, ça je comprends. Il faut faire une séparation, le gars ne doit pas se sentir chez lui dans notre domaine, ça c'est vrai. Mais il y a moyen de faire un mur économique. Pourquoi est-ce que tu mets de la belle brique sur un mur? Il faut laisser l'air passer, il faut mêler à la végétation, il faut respecter la topographie, il faut protéger les tables. Ils sont venus avec des gros tracts, ils ont arraché des plantations centenaires, ils ont arraché des oliviers.
j'essaie d'en récupérer quelques-uns, mais malheureusement, l'olivier ne survit difficilement quand vous le replantez. Hein. Ils veulent transformer le terrain agricole en terrain à construire, en terrain à vendre. Ils voient le fric. Le fric, احنا مش جعانين جماعتنا لاباس عليكم علاش تبيعوا رزقكم علاه vous pouvez pas faire ça enfin vous pouvez le faire bien sûr لكن vends ailleurs عندك حاجه اخرى سكنت فيها tu as une maison que tu as habitée El Manza peut-être qui devient trop grande et que bon c'est la maison qui t'appartient personnellement si vous voulez la vendre ça va mais ici c'est un lien familial c'est une racine c'est un ancrage comment je vais vous expliquer ça c'est l'origine de ma mère. Et donc, moi, mes idées vont beaucoup plus loin. Moi, j'aurais imaginé ce houch au milieu d'un terrain, parce que c'est le cerveau, c'est le centre, c'est le manoir. Maintenant, si tu vends un terrain, le gars qui va acheter, il va construire une baraque, il va mettre un mur. Donc, et tu lui mets une intelligence à l'intérieur. Une intelligence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le houch, il y a un lieu collectif qui est la cuisine, le salon, l'accueil. Ça, c'est le côté commercial, c'est le côté central, c'est là où tout le monde se rassemble, et chacun a ses petits appartements privés. Alors, dans ton privé, tu fais ce que tu veux, mais dans ce côté, c'est ce qu'on gère, on gère le collectif. C'est là où on tient une comptabilité, c'est là où on tient l'administration, c'est là où il y a le téléphone, le fax, l'internet, etc. Donc c'est un lieu de travail. C'est un lieu de travail. En plus, mon idée va plus loin, c'est-à-dire que j'imagine même des cadres, parce que vous ne savez pas, mais les mamères sont peut-être les descendants des Mamertus de l'époque romaine. C'est une tribu qui existait on parle du royaume des Mamertus. Donc ce serait bien d'en parler, de faire des points d'histoire, de faire des tableaux. Vous parlez de l'olivier. L'olivier, c'est pas une plante qui pousse facilement. Mais c'est une pousse qui tient des centaines d'années. Donc c'est bien de vous expliquer comment on taille un olivier, comment on le préserve, et faire des écriteaux, des expressions, faire un règlement intérieur, faire des principes, et que Houch Ma'amr devienne un lieu de visite. Il peut rapporter de l'argent. Tant pour le moment, il coûte beaucoup de l'argent, parce que les gens ils réfléchissent commercial, ils réfléchissent pas identité culturelle, modèle djerbien. À partir du moment, si on préserve le modèle djerbien, alors, on le préserve et on le transmet à nos enfants, on le transmet intact à nos enfants. Pas on dit, ah, ça appartenait à nos grands-parents, et puis ça a été morcelé. C'est le seul houch qui a... Pourtant, notre famille est une famille moyenne, mais c'est le seul houch qui tient encore parce que les taïebetars n'ont pas vendu. Malgré les difficultés financières, je ne vous cache pas, il ne faut pas croire que la vie a été facile. Elle a été très dure. On a manqué d'argent. Mon père n'a jamais voulu vendre. Le houch, il coûte de l'argent des années, tous les ans il coûte de l'argent. Par rapport à ce qu'il rapporte, mais peu importe, il vous rapporte Kadesh une centaine de litres d'huile. C'est pour notre consommation, c'est juste pour notre plaisir ou pour notre ego. Mais il nous coûte de l'argent en taille, en entretien, en tout ce que vous voulez, mais c'est pas grave. On le maintient, c'est notre devoir quelque part. Et ça, on doit essayer dans la mesure de l'avenir. Comment mieux gérer localement, c'est-à-dire que ça soit plus rentable. On peut louer. Habiba, elle a des appartements. Habiba, es-tu d'accord de louer ta maison de tel jour à tel jour, de telle période à telle période? Donc Habiba, ça lui fait un petit budget d'argent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a comme maison, mais ça peut être Leïla, ça peut être Shafir, ça peut être Nadia. Et donc avoir une unité centrale d'intelligence qui rende des comptes, comme un syndic d'immeubles en France, tel que vous le voyez, qui vous fait des rapports, il vous dit où vous en êtes, c'est pareil, on doit avoir un administrateur. Bon, Rachid ne l'a pas fait, mais Rachid, vraiment, c'est quelqu'un qui, je vais utiliser des mots vulgaires, qui n'a jamais emmerdé personne. Vraiment, s'il y a une qualité de Rachid, il est tranquille, c'est vrai qu'il ne va pas voir les gens, il ne voit que les gens que par rapport à son appréciation, il voit les gens qu'il aime, qu'il apprécie, et ça vous déplaît peut-être, mais moi il m'appréciait, et je l'appréciais parce que je connaissais sa personnalité, parce que je connaissais son vécu, et parce que ça me convenait. On est des gens assez individualistes, il a sa maison, j'ai ma maison, et puis de temps en temps, on faisait un petit déjeuner ensemble, et puis de temps en temps un petit repas, et quand il y avait une ambiance francophone à la maison, je l'invitais, il venait avec plaisir, parce qu'il a un côté francophone tunisien. Bon, mais ça me concerne dans ma relation avec lui.
J'ai été très touché par son décès. Je suis probablement l'un des rares à beaucoup aimer Rachid, parce qu'il a été mon aîné, et quelque part il m'a laissé une influence, et voilà. Donc Rachid n'a pas embêté son monde, il a laissé un droit de passage, oui, il sait très bien, il vit localement, il sait que on doit passer il y a le charretier qui passe, il y a la taille, il y a le tracteur, et à l'époque, quand on labourait la terre, on labourait tout. Et maintenant, on a des baranais qui viennent dire « Ah, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire ça, tu n'es plus chez toi, tu n'es plus... » Je vous donne un simple exemple. Quand ils ont arraché la table, ils ont abattu 5 palmiers, mais des grands palmiers. Hein. J'ai commencé à creuser pour replanter les palmiers. Jani, avec tout le respect, tu ne peux pas toucher, c'est pas à toi. Qu'est-ce qui n'est pas à moi? Qu'est-ce qui n'est pas à moi? Ou Jani, le mec du tract, non, c'est pas à toi. Je replante les palmiers que vous avez déracinés pour essayer de leur donner un espoir de vie. Donc je creuse sous ma sueur pour les replanter, et j'ai un petit ingénieur à la con qui vient me dire « tu ne touches pas, tu n'es pas chez toi », et qui est appuyé par un trax qui est payé à 140 dinars la journée, et qui va peut-être récupérer, et finalement il n'a rien récupéré du tout parce que ces palmiers sont morts et ils sont irrécupérables. Voilà, c'est des palmiers qui ont une centaine d'années, c'est quand même dommage. Je ne vous parle pas des oliviers, je ne vous parle pas des sabbars, je ne vous parle pas des tables qui ont été arrachées. Vous n'êtes pas là, vous. Vous payez et c'est tout. On vous offre la facture et c'est tout ce que vous faites. L'intelligence, elle n'est pas sur place, c'est l'intelligence écologique. L'intelligence écologique, c'est-à-dire que vous touchez par rapport à l'environnement, par rapport à la géographie, et vous ne touchez pas par rapport à la mathématique. C'est pas parce qu'on vous a donné un piquet là que vous faites un mur sur le piquet. Donc il ne faut pas confondre. C'est un ensemble, bon, la limite est là, c'est clair. On peut mettre un fil barbelé, si vous voulez. On peut faire un échange, parce que bon, c'est pas, il y a des choses qui ne sont pas faciles. Il y a un accès, par exemple, qui devient délicat. Il y a une partie qui est inutile. On peut redessiner, à la condition de faire des plantations, parce que c'est ça l'essentiel. On doit isoler notre domaine par des plantations. Voilà. Donc, un à mon souci n'est certainement pas d'égoïsme, ou d'individualisme, ou d'argent. Il est dans la continuité, dans la durabilité, dans l'homogénéité. Je veux que l'on continue à transmettre des valeurs, parce que derrière tout ça, il y a des valeurs d'amour. Nous appartenons à une même famille, nous avons un ancêtre commun. Nous avons un ancêtre commun. Quand je vais à la plage, je me souviens donc du frère de Mohamed Samani. Je dis que je m'en souviens, en plus j'ai oublié son nom. Mais je veux dire, sa place est présente dans mon esprit. Et ce serait bien que cette connaissance soit inscrite dans un tableau où l'on puisse lire la mémoire d'un homme. Notre grand-père Mohamed, par exemple, il est enterré dans la mosquée. Il faut savoir que le terrain de la mosquée a été donné par Ma'amr et le cimetière a été donné par Monsef Ma'amr. Monsef Ma'amr est un autre Ma'amr du côté de je ne sais pas exactement, mais c'est le Monsef, il correspond à Issa. C'est le frère de Issa, je crois. C'était une des grandes familles, la grande famille Issa Ma'amr et Monsef, je ne sais pas si c'était son frère ou son père, il faudrait que je vérifie, et c'est lui qui a donné l'autre partie du cimetière. Donc, cette route-là que nous avons, cette route collective, elle s'est imposée sur le sol. Nous laissons ce passage, mais elle n'est pas idéale, bien entendu. L'idéal, c'était de passer directement sur la route, mais là où il y a l'école, là où le voisin, comment il s'appelle, le Gheribi. Le Gheribi a construit toute la maison, et lui et l'autre voisin, et ils nous ont empêché le passage. Ils ont cassé les tables, ils ont accaparé le terrain, et ils ne nous laissent pas sortir. Parce que normalement, le Houch, il sort directement de l'autre côté. Et Rachid a dû faire cette route à travers le cimetière. Il fait ça pour pas avoir de soucis, pour ne rien demander à personne. Ça, c'était l'esprit de tonton Rachid. Le tonton Rachid, il était très très content de notre voisin Saïd. Et il lui a jamais dit en face, il est allé, il a fait une plainte avec avocat et il a déposé un dossier. Et puis bon, il n'y a pas de suite parce que tonton Rachid est décédé. Et l'autre, il est revenu avec la gentillesse, tiens, je vous achète un peu de métal, je rentre un peu dans votre cœur, et puis il commence à s'imposer comme s'il était chez lui, il fait un peu comme si c'était notre très cher voisin,
Et puis, dans une certaine mesure, moi, il ne me déplaît pas ce mur entre eux et nous, c'est-à-dire que là, on ne le voit pas, mais bon, la seule chose que je recommanderais, c'est quand même le cacher avec de la taille. Moi, j'aime bien le verre, j'aimerais bien que le mur soit caché, camouflé, ce qui n'empêche pas, aussi autre chose, j'en avais parlé, une sortie de secours, ça fait partie de nos traditions, parce que nous ne sommes pas un îlot, nous ne sommes pas un houch isolé, nous avons des voisins, il peut y avoir des situations de secours, où on peut s'appeler les uns les autres, on doit vivre dans son environnement, on doit vivre dans son voisinage, et pas, si vous voulez vivre seul, mais allez à l'hôtel. Allez à l'hôtel, vous n'avez aucune racine à l'hôtel et on s'occupe de vos pieds, de votre déjeuner, de vos repas, de votre linge, de tout. Allez à l'hôtel alors. Mais à partir du moment où vous venez ici, il faut s'impliquer immédiatement avec le houch, parce que nous avons un patrimoine commun, on doit savoir comment on évolue. Bien sûr, chacun a sa part, et puis il y a aussi un peu le voisinage. Il faut faire attention au voisinage. Moi, je veux dire, Hasna me dit, elle me veut mettre un grand portail sur... et Mohamed dit, ouais, je suis d'accord avec toi, j'ai financé. Mohamed dit, mais j'ai une certaine tolérance. J'ai une certaine tolérance pourvu que vous respectiez la nature. C'est-à-dire, bah, tu viens, tu passes, tu prends des filles, voilà, tu salis, voilà, tu jettes des mégots. Ça, t'adda en silence, discrètement. Tu n'aimes pas. Donc, tu as des enfants que tu mets à l'école. Allez, un petit bonjour, un petit... j'ai pas envie de trop familiariser, c'est clair, parce que je veux clairement leur montrer qu'ils ne sont pas chez eux. Mais c'est un domaine de tolérance. Qu'on vienne avec une voiture ou avec une moto, ça, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une route publique. Mais une petite tolérance locale, on est isolé, on est mal placé avec le cimetière, et le cimetière nous isole, donc c'est pas plus mal quelque part. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire. Une chose très importante, quand vous êtes héritier, vous avez une vie dure, à Paris, à New York, ou je ne sais pas, ou à Tunis, je ne sais pas où vous vivez. Vous n'avez pas envie qu'on vienne vous dire abat les flous, voilà, que vous me harcelez, saraka, voilà, saraka. Donc, c'est très important que l'affaire puisse tourner. Et l'affaire puisse tourner, je redis le mot, et je le redis discrètement, si vous vouliez me faire confiance, que je fasse un plan notarial, que je gère ces parties collectives, que je fasse un lieu de musée, un modèle de Djerba, avec des cadres d'explication sur l'identité de Djerba, sur les mamères, sur le houch. C'est un lieu de visite, que Houch Ma'ammar devienne un lieu de visite, un modèle pour Djerba. C'est le modèle djerbien, nous sommes une petite famille, nous ne sommes pas les grandes familles de Djerba. Mais à Djerba, ça a toujours été des familles moyennes. Il n'y a pas eu des grands kings, la hajaka. Donc les mamères, les bouziri, les hajahia, c'était des familles toutes moyennes. Certaines se sont enrichies plus que les autres, comme les benjama'a, comme les bouziri peut-être. Bouziri, par contre, était une grande famille, ou comme les Benyeder. Mais nous autres essayons de garder cet esprit de Houch Ma'ammar. Et on le présente à la municipalité en montrant ce qu'était le système ancien, ce qu'était le système des communautés à Djerba, le système des familles. Parce qu'à Djerba, nous n'avions pas de cité, nous n'avions pas de capitale, nous n'avions pas de roi. Nous sommes un système de l'ecclésia, c'est-à-dire un système de communauté, de familles les unes par rapport à l'autre, solidaires les unes aux autres. Et chaque famille a son domaine, et chaque houch est une entité fermée, isolée en lui-même, reliée bien sûr, dans lequel vous aviez l'eau, l'éducation, le stockage, etc. Donc préservons ce modèle, montrons-le à la Beledeya, rendons-le comme modèle de visite. Et les touristes qui viennent, bien sûr, ils payent pour leur visite. Ça fait des rentrées d'argent. Donc ça vous diminue vos frais. Quand vous êtes au Canada, Aïe, cousin, tu es tranquille, fais le machek, le grade est loin. Alors tu sais que l'affaire tourne. Tu peux louer mon appartement juste le mois de juillet ou le mois d'août. Pour le louer, d'abord, c'est pas facile. Bon, il y a de l'entretien, il y a de la gestion, il y a de la rentrée de l'argent. Et quand je vous dis d'une gestion collective, donc si je loue par exemple l'appartement d'Emine, par exemple, je le loue pour 2 mois ou 3 mois, la structure collective travaille comme un syndic. Elle prend une commission,
Elle paye les frais d'entretien, de nettoyage, pour les draps, pour le sol, parce que le client il doit venir dans quelque chose de propre. Et puis le reste pour Amine. Et puis Amine, il sait qu'il est redevable, parce qu'il y a des frais collectifs. À la fin de l'année, on lui dit que bon, il y a des coûts par rapport à l'entretien, au jardin, et tout ça est tout pourcentage. Donc c'est de la comptabilité. Et franchement, moi je pensais qu'un gars comme Mohamed Ma'amar, qui a passé toute sa vie à Paris, mais comprenne naturellement ces choses-là. Cette gestion collective, elle est banale en Europe, elle est banale. Nous sommes un pays individualiste, nous n'avons pas d'intelligence collective. C'est dramatique, les seuls Djerbiens avaient cet esprit collectif, et il est en train de se perdre. Alors, je demande quelque part, préservons cet esprit, préservons... voilà. Alors... j'ai plein de choses à dire, je parle un peu, j'essaie de dire le maximum de choses. Derrière l'idée que je vous donne, il y a une transmission de la propriété, une gestion de la communauté, un partage d'amour. Qu'est-ce que vous croyez? Vous savez que je suis concerné par les enfants de Mariam. Je ne les connais pas. Vous trouvez ça normal? Oui, certainement, en Europe. Mais pour nous autres Djerbiens, c'est pas normal. Sarah, j'attends de voir un jour, quand est-ce qu'elle va être enceinte, quand est-ce qu'elle va avoir un bébé. Oh, elle s'appelle Nasfi, ouais, bon, peu importe. Hein, Nasfi, vous savez, pour moi, c'est ma cousine, c'est ma nièce. Tous ces gens-là, Sonia Ma'amar, je sais qu'elle interprète, mais j'ai pas de nouvelles d'elle depuis 20 ans. L'autre, je sais qu'elle fait de la BD, je prends toujours des nouvelles d'elle. Bon, elle ne prend pas de nouvelles de nous. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais il faut savoir qu'une partie de ce houch, un pourcentage, appartient à Mariam. Mariam Ma'amar. Je ne connais pas son nom de famille, peu importe. Elle peut s'appeler Madame Laporte ou Madame Jasmin, ou j'en sais rien. Bon, Madame Jasmin, elle a un pourcentage dans ce houch. Et est-ce qu'elle se dispose, par exemple, à louer son petit appartement ou pas? Ça la regarde. Quand Rachid était là, j'avais une Française qui voulait habiter dans le houch. Elle veut l'habitat traditionnel. Elle avait une copine. Et j'étais persuadé que Rachid accepterait, parce que c'est des Français et c'est des gens individualistes. Ils vont peut-être louer... j'ai une Française, elle a son amie, etc. Elle ne veut pas des maisons, elle veut un petit appartement dans un houch. Tout de suite, Rachid, non. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne voulaient pas prendre de responsabilité sur ce plan-là. Et bon, j'ai oublié l'information. Mais cette question peut être remise à la table. Si vous, la fratrie, les enfants de Taïb, êtes d'accord, par exemple, de soumettre à un administrateur la question de louer les appartements. Ça vous fait de l'argent qui sert pour l'entretien. Au lieu d'aller me vendre une parcelle de terrain, si vous vendez une parcelle de terrain, vous la vendrez. Vous voulez 200 millions, vous n'aurez pas 200 millions, mais vous aurez, les 100 dinars au mètre carré. Et qu'est-ce qu'il va faire, le gars? Bon, ils ont déjà commencé, hein. Ils ont enlevé les oliviers, ils ont enlevé les palmiers, il va faire un mur, il va demander une entrée personnelle, mais le houch, il perd de sa valeur. Imaginez que le houch, c'est Versailles au milieu de ces jardins. Eh bien, c'est ça. Le houch, Ma'amar, c'est le manoir dans lequel il y a une dizaine d'habitations. Une dizaine de ménages peuvent habiter. Un homme avec sa femme, un homme seul, une femme seule. Tout est fait pour avoir une autonomie et des lieux collectifs. Quand vous voulez être seul, vous êtes seul. Quand vous voulez être dans le collectif, vous venez au salon collectif. Si vous voulez regarder la télévision, il y a la télévision. Si vous voulez... vous voyez, c'est un esprit original. Vous êtes dans l'individualité et dans la communauté. C'est votre choix. Vous voulez vous retirer, vous avez votre terrasse, votre salle de bain, etc., votre TV personnelle si vous voulez. Mais vous pouvez aussi rejoindre la collectivité, vous pouvez voir la gestion collective, voilà. C'est cet esprit-là
Et donc ma principale préoccupation, d'abord c'est mon désaccord pour ce mur. Je vous l'ai expliqué dans une longue vidéo. Il en faudra encore une autre pour vous expliquer. Parce qu'il y a des tas de choses encore que je n'ai pas dit. C'est-à-dire que cette décision vient d'un esprit. C'est pas comme ça, de ma tête, j'ai trop de là, ma t'amène chaque part. Je m'en fous, tu veux séparer la salle de bain de la cuisine, ça te regarde, tu veux mettre les toilettes sous la douche, ça te regarde. Je ne regarde pas ces choses-là. Si tu veux faire quelque chose à Tunis, ça ne me regarde pas du tout. Les Kenhanais, nous sommes en copropriété, chacun à sa maison, bien entendu. Vous venez sur invitation, je vous invite, vous êtes d'ailleurs bienvenus toujours, hein, quand vous le voulez, c'est ce fameux lien d'amour que je vous ai expliqué. Ah, il est naturel chez nous, mais bon, avec la mentalité européenne, les gens perdent cet esprit. J'essaie de le transmettre à mes enfants, mais mes enfants aussi sont des Européens, hein, donc peut-être qu'ils n'auront pas cet esprit. Mais c'est dommage, j'aurais bien voulu quand même que mes enfants rencontrent les enfants de Mohammed, qui se connaissent quand même. Ils ont le même nom de famille, ils ont le même ADN, ils prennent pas de leurs nouvelles. Enfin, quand même, j'ai mon fils Sarayen qui est ingénieur. On a fait une fête pour sa réussite. C'est dommage, j'aurais bien voulu que tous ses cousins soient là. Réussir, il n'a jamais raté une année. J'en suis très fier. Nous avons rassemblé la famille, sauf la descendance Taïb. Pourquoi? Parce que Aïchin ala roham, hors caste, hors famille. Voilà, justement. Vous voyez, ils arrivent. À l'époque, il y avait toujours un petit bonjour. On ne sait même pas si nous en veulent, voilà, si c'est une construction de l'esprit, voilà, parce qu'il ne faut pas leur dire non, voilà, alors il faut leur laisser faire tout ce qu'ils veulent. Non, je vous le dis avec politesse, bon, que tu puisses vendre, vous pouvez vendre. Je trouve que c'est indigne, parce que vous n'êtes pas dans le besoin. La baisse comme alhamdoulilah. Donc si vous voulez vendre, vous pouvez vendre ailleurs, mais vous devez gérer, essayer d'avoir le moins de frais possible, c'est ce qui est cohérent. Voilà. Bon, c'est une longue vidéo, mais j'ai encore beaucoup de choses à dire. Je réserve ça pour une prochaine fois. Allez, aïchkoum. Assalam.